Notre système immunitaire est constamment à la recherche d'intrus et de pathogènes. Il est souvent capable de les éliminer par lui-même, mais parfois il a besoin d'aide de médicaments afin de s'en débarrasser complètement. Pour les virus, nous aidons notre corps à les combattre avec des médicaments appelés antiviraux. Nous pouvons aussi aider le système immunitaire à passer à l'action plus rapidement avec l'aide de vaccins. Les vaccins servent d'avertissement au système immunitaire pour qu'il reconnaisse le virus avant même que nous nous fassions infecter. Nous allons voir bientôt comment exactement cela se fait. Dans notre dernier épisode de la série, nous allons discuter de traitements et de méthodes de prévention pour les deux virus que vous connaissez bien maintenant, le VIH et le coronavirus. Cette série prend fin en juin 2020. Il est possible que certaines des informations présentées dans ces vidéos changent avec le temps. Jusqu'à présent, nous avons couvert de nombreux sujets concernant la pandémie COVID-19 et le VIH, nous menant à ce dernier épisode sur le traitement et la prévention. Encore une fois, je m'appelle Nicolas. Et avant de continuer, j'aimerais prendre le temps de remercier ceux qui ont participé à la réalisation de cette série. J'aimerais remercier tous les membres du laboratoire Côté, incluant Dr Hélène Côté, pour leurs idées, leurs suggestions et leur soutien continu tout au long du projet. En particulier, ce projet n'aurait pas été possible sans le travail de 3 personnes, Loïc, Nancy et Matab. Beaucoup d'heures ont été consacrées à créer chaque vidéo, de la recherche, au script, aux animations, et ces 3 ont travaillé très fort chaque semaine pour aider à préparer tout ça. J'aimerais aussi remercier le Center for Blood Research à UBC qui a sponsorisé la série. Finalement, j'aimerais vous remercier, le spectateur, pour avoir écouté chaque épisode. Votre soutien et vos commentaires au long du projet ont été vraiment encourageants. Bon, entamons le contenu de cet épisode. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qui se passe quand le VIH infecte le corps, spécifiquement comment il attaque le système immunitaire. Nous avons aussi discuté de différentes manières pour tester pour la présence de virus dans le corps, ce qui est essentiel pour détecter une infection. Cela est très important puisque plus le traitement du VIH est commencé tôt, le plus il est efficace. Mais quel est le traitement du VIH? Après qu'une personne soit diagnostiquée, elle doit commencer à prendre un type spécial de médicaments antiviraux appelé thérapie antirétrovirale, qui a l'abréviation ART en anglais. Quel est l'objectif de la thérapie antirétrovirale? Tout d'abord, elle réduit et maintient le niveau de VIH très bas. Avec le temps, le nombre de particules de VIH dans le corps devient tellement bas que nous ne pouvons même pas détecter des protéines ou de l'ARN viral dans le corps. Grâce à ce bas niveau de virus, la thérapie antirétrovirale aide aussi à empêcher la progression de l'infection vers le sida. Rappelons-nous que le sida est la phase de l'infection lorsque notre système immunitaire est si endommagé qu'il ne peut pas se défendre contre les pathogènes. Puisque cette thérapie réduit la charge virale dans le corps, elle réduit grandement la transmission du virus aux autres. Je veux parler un peu plus du dernier élément sur la transmission qui démontre l'efficacité de la thérapie antirétrovirale. C'est le concept de U égale U. En anglais, undetectable equals untransmittable ou indétectable égale intransmissible en français. Ceci veut dire que lorsque la charge virale d'une personne infectée est si basse qu'elle ne peut pas être détectée par des tests, le virus ne peut pas être transmis aux autres. Ceci est la partie charge virale indétectable de l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA que nous avons vu dans le dernier épisode. Pour mettre cela en perspective, une mère vivant avec le VIH qui suit avec succès une thérapie antirétrovirale a essentiellement 0% de chance de transmettre le virus à son enfant à la naissance. Comment fonctionne la thérapie antirétrovirale? Elle fonctionne comme un barrage pour le virus. Ici, nous avons un lymphocyte T CD4, la cellule immunitaire ciblée par le VIH. Une fois que le VIH entre dans la cellule, il transforme son ARN en ADN à l'aide de la protéine virale appelée transcriptase inverse. Un premier type de médicament antirétroviral bloque le rôle de cette protéine, empêchant la production de l'ADN viral. Un deuxième type de médicament antirétroviral empêche l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN hôte en bloquant la protéine intégrase. Un troisième type de médicament antirétroviral empêche la production de nouvelles particules virales,
en bloquant l'activité d'une troisième protéine virale, la protéase. Il y a un petit problème par contre. Le VIH a l'habileté de changer très rapidement. Quand il se réplique en millions de copies dans une cellule, des modifications peuvent se produire, donc au cours du temps, le virus finit par changer. À cause de cela, certains médicaments antirétroviraux ne sont pas efficaces pour bloquer le virus, puisqu'ils ne peuvent plus cibler les protéines qui ont subi ces modifications. Nous pouvons imaginer que c'est comme si le virus contournait le barrage qu'est le médicament. Pour surmonter ce problème, les personnes vivant avec le VIH suivent une thérapie antirétrovirale combinée, qui consiste habituellement de 3 médicaments ou plus. Cette combinaison de médicaments arrive à empêcher la réplication du virus. Même si le VIH réussit à contourner certains barrages grâce à ces modifications, il est très improbable qu'il soit capable de contourner tous les barrages. Malheureusement, ces médicaments ne sont pas une cure contre le VIH puisqu'ils ne se débarrassent pas complètement du virus dans le corps. Ceci est parce qu'il y a certains lymphocytes TCD4 infectés qui restent inactifs et qui évitent de se faire reconnaître par le système immunitaire et les médicaments. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour éliminer ces cellules, et à n'importe quel moment, elles peuvent se faire activer et se mettre à faire de nouvelles particules. C'est pour cette raison qu'il est si important que les personnes vivant avec le VIH prennent leurs médicaments tous les jours de façon régulière pour éviter que la charge virale augmente avec le temps. J'aimerais faire un lien avec notre recherche. Nous étudions la santé cellulaire des femmes vivant avec le VIH et de leurs enfants. Une grande partie de notre recherche se fait sur les différentes combinaisons de médicaments antirétroviraux et leurs effets secondaires potentiels sur la santé. Cette information est très importante pour trouver les combinaisons de médicaments les plus sécuritaires pour chaque personne. Parlons maintenant de traitement pour le coronavirus. Jusqu'à présent, il n'y a pas de médicament précis qui élimine le virus du corps. Plusieurs médicaments potentiels sont en phase de tests préliminaires pour déterminer leur efficacité contre le virus et s'ils sont sécuritaires. Puisque le SARS-CoV-2 est un nouveau virus, les scientifiques sont encore en train d'explorer comment exactement ils peuvent cibler le virus et le détruire. Certains médicaments potentiels ciblent la protéine S, qui est la protéine de fixation dont nous avons parlé lors du deuxième épisode. Ceci pourrait empêcher l'attachement du virus aux récepteurs de nos cellules, bloquant son entrée dans nos organes. Pour le VIH, nous avons eu beaucoup plus de temps pour trouver des médicaments efficaces. Toutefois, la vitesse à laquelle se fait la recherche sur le coronavirus est vraiment incroyable. Nous allons maintenant parler de vaccins. Quand notre système immunitaire rencontre un pathogène, il tente de l'éliminer rapidement avec les phagocytes, mais il active aussi des cellules spécialisées appelées lymphocytes. Les lymphocytes préparent une défense spécifique contre le pathogène et ensuite gardent en mémoire les détails du pathogène. Cette mémoire permet au système immunitaire de répondre immédiatement si le même pathogène tente de réinfecter le corps. Plutôt que de prendre plusieurs jours ou semaines pour préparer sa défense spécialisée contre le pathogène, cette défense se fait activer immédiatement, ce qui explique pourquoi nous ne devenons pas malades une deuxième fois. Mais devons-nous toujours nous faire infecter afin de développer une défense spécialisée contre un pathogène? Et s'il y avait une façon d'entraîner notre système immunitaire contre un pathogène qu'il n'a pas encore rencontré? Eh bien, cela est exactement le but des vaccins. Les vaccins servent à entraîner le système immunitaire contre un nouveau pathogène que le système n'a pas encore rencontré, sans nous rendre malades. Certains vaccins introduisent une version faible du pathogène, une version inactive du pathogène, ou simplement des fragments du pathogène. Ces éléments sont détectés par le corps et débutent le processus d'entraînement des lymphocytes. Les vaccins sont comme des exercices d'entraînement pour notre système immunitaire, comme quand nous faisons des exercices d'incendie pour savoir comment agir lors d'un vrai incendie. C'est exactement sur ceci que les scientifiques autour du monde travaillent pour le coronavirus. Le monde entier essaie de développer un vaccin qui aiderait à protéger les personnes qui n'ont pas encore attrapé le virus afin que le plus grand nombre de personnes possible y soient immunisées. Ceci serait une étape très importante en chemin vers le retour à la vie normale. Le processus de production d'un vaccin est typiquement très long et complexe, puisque nous devons nous assurer qu'il est efficace et sécuritaire.
Ceci demande beaucoup de recherche et d'essais cliniques, et au total, le développement prend habituellement entre 10 et 15 ans. Le vaccin développé le plus rapidement dans l'histoire est le vaccin contre les oreillons en 1967, et ce vaccin a quand même pris 4 ans à développer. Pourtant, il est estimé que le vaccin pour le SRAS-CoV-2 pourrait être prêt dans 12 à 18 mois, ce qui serait un exploit record. Vous vous demandez peut-être, comment avons-nous donc un nouveau vaccin contre la grippe à chaque année s'il faut tant de temps pour développer un vaccin? Les vaccins contre la grippe ne doivent pas être complètement redéveloppés à chaque année. Puisque nous avons déjà tous les ingrédients nécessaires pour le produire, il suffit simplement de modifier quelques composantes pour l'améliorer. Pour le SRAS-CoV-2, par contre, nous commençons du début. Pour certains pathogènes, tels que le VIH, il est beaucoup plus difficile de développer un vaccin. En fait, il n'y a actuellement pas encore de vaccin pour le VIH, même après plus de 30 ans de recherche. Pourquoi pas? Comme nous en avons discuté, l'objectif d'un vaccin est de simuler l'intrus afin d'activer l'entraînement du système immunitaire en introduisant une version plus faible du pathogène. Pour le VIH, par contre, nous savons que le système immunitaire n'est pas capable d'éliminer le virus par lui-même, donc nous n'avons pas encore réussi à développer un vaccin qui entraîne le corps à répondre de manière efficace, comme c'est le cas pour d'autres pathogènes. Comme nous l'avons vu, le VIH peut aussi changer rapidement au cours de l'infection, ce qui complique en plus le développement d'un vaccin contre le VIH. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de vaccin pour le VIH, il y a quand même des façons de se protéger contre le virus et de diminuer les chances de se faire infecter. Le plus important est de s'éduquer et de s'informer sur les façons dont se transmet le virus. Ceci inclut suivre des pratiques sexuelles sécuritaires. Puisque le VIH se transmet par les fluides corporels, les rapports sexuels sont les modes de transmission principaux. Les condoms et les préservatifs réduisent beaucoup le risque de transmission du VIH. Un autre mode de transmission est le partage d'aiguilles, souvent utilisé pour les drogues, les piercings ou les tatouages. De plus, il y a des médicaments qui réduisent le risque d'attraper le VIH, appelés PrEP. Si vous n'avez pas le VIH, cette pilule quotidienne peut diminuer le risque d'attraper le VIH par le sexe de plus de 99%. Il y a aussi un médicament appelé PEP qui peut être pris tout de suite après une exposition au VIH. Si vous pensez avoir été exposé au VIH, le fait de prendre ce médicament dans les 3 jours qui suivent va diminuer les chances de se faire infecter. Ceci n'est pas une alternative au condom, mais c'est bon à savoir si vous vous retrouvez dans une situation à risque. Comme je suis sûr que vous le savez, il y a beaucoup de mesures à prendre pour diminuer le risque d'attraper et de propager le coronavirus. Ces mesures incluent rester à la maison et éviter tout déplacement non essentiel, garder une distance de 2 mètres des autres personnes et de porter un masque en public, tousser et éternuer dans son bras ou dans un mouchoir et de se laver les mains très souvent pendant plus de 20 secondes avec du savon. Vous pouvez aussi utiliser du désinfectant à base d'alcool si de l'eau et du savon ne sont pas disponibles. L'usage de désinfectants et de savon pour laver les surfaces est aussi recommandé. Pour toutes ces maladies, la prévention et le traitement sont les objectifs finaux. Tout ce que nous avons vu jusqu'à date, des origines et de l'épidémiologie, à la biologie moléculaire d'un virus, de structure et de fonction, à la réponse du système immunitaire et des symptômes, au dépistage et aux tests, nous ont fourni de l'information précieuse pour mieux comprendre nos 2 virus. À travers le monde, des dizaines d'années de recherche sont consacrées à ces différents aspects de diverses maladies, et toute cette information recueillie permet le développement de meilleures méthodes de prévention et de meilleurs traitements. Encore plus de recherche est nécessaire pour de nombreuses maladies, incluant celles causées par le VIH et le SRAS-CoV-2. Nous espérons que cette série de vidéos a été utile pour expliquer certains des aspects importants de ces 2 virus et pour souligner l'importance qu'a la science pour la société, surtout dans le domaine de la santé. Dans les mois et les années qui suivent, vous allez sûrement être témoin de cela alors que le monde avance et gère les répercussions de la pandémie COVID-19. Et qui sait, peut-être qu'un jour le VIH et le SRAS-CoV-2 seront des choses du passé.